Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce n'était pas vraiment prévu au programme, qu'importe. Gérald Darmanin a mis les pieds dans le plat hier au Sénat. Le sujet n'était pas la réforme des retraites, mais sa future loi sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur, soucieux de s'attirer les faveurs de la droite, se dit prêt à remettre en cause le regroupement familial. Cela représente 34 000 titres de séjour délivrés chaque année. Alexandre Chauveau, le ministre, évoque 3 pistes pour y parvenir. Oui, à condition que ces amendements soient constitutionnels, précise Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur évoque d'abord la possibilité de durcir les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir sa famille. Actuellement, l'État français exige du bénéficiaire 1 800 € de revenu minimum pour 2 personnes et un logement de plus de 22 mètres carrés en zone urbaine. Gérald Darmanin se montre donc ouvert à rehausser ces seuils en vue de limiter les arrivées. Autre piste, celle qui consiste à limiter strictement les regroupements à la famille directe et non plus par exemple aux demi-frères et demi-sœurs, aujourd'hui acceptés. Et quand on donne l'asile à quelqu'un, faut-il le donner, alors qu'on le donne à sa famille, ça ne me paraît pas choquant, bien évidemment, faut-il le donner à sa famille au sens très large du terme. Je pense que si le Sénat considérait qu'il fallait limiter ce regroupement familial à la stricte famille, je pense que nous y gagnerions et nous limiterions ainsi cette difficulté. Enfin, troisième piste, celle d'une attestation linguistique ou de respect des valeurs de la République adressée aux nouveaux venus, l'idée étant d'imposer aux familles les mêmes exigences que la personne faisant venir ses proches sur le territoire français. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. On reste au Sénat, examen de passage réussi en commission pour la réforme des retraites. Coup d'envoi des débats demain après-midi dans une version enrichie de quelques amendements, comme l'exonération de cotisations familiales pour l'embauche d'un senior au chômage. Le principe d'une surcote pour les mères de famille qui justifient d'une carrière complète est également validé. L'enquête sur l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade. La femme enceinte a bien perdu son bébé à cause du choc et cela change beaucoup de choses sur le plan judiciaire. Né viable et vivant à 22h18, déclaré mort à 22h51. Première conclusion d'un rapport médical que Europe 1 est en mesure de confirmer. C'était l'une des questions centrales de cette enquête. David Montagnier, l'humoriste, devrait être poursuivi pour homicide involontaire. Les premières analyses confirment que l'enfant est mort en raison de l'accident causé par l'humoriste. Selon le premier examen médical, le fœtus est né viable et vivant par césarienne à 22h18 le soir de l'accident. 30 minutes plus tard, sa mort est déclarée. Un décès qui aggraverait les poursuites à l'encontre de Pierre Palmade, selon Jean-Christophe Simpeau, président de l'Association française de droit pénal. La qualification d'homicide involontaire peut s'appliquer dès lors que l'enfant est né vivant et a respiré quelques instants après avoir été séparé de sa mère. Il entre dans le cadre de la protection pénale prévue par l'article 221.6 et que donc la qualification de homicide involontaire est applicable. Pierre Palmade encourt pour ce délit jusqu'à 20 ans de prison, une sanction alourdie en raison des circonstances aggravantes liées à sa consommation de drogue ainsi qu'à son état de récidive. L'humoriste avait déjà été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Europe 1, il est 7h04. Nous sommes le mercredi 1er mars, date qui marque quelques changements dans votre quotidien. Fini les tests Covid remboursés à 100%, sauf pour les plus de 65 ans, les mineurs, les soignants et les personnes souffrant d'une affection de longue durée. Du changement aussi pour les 13 millions de retraités du régime Agirc-Arrco. La régularisation du taux de CSG se traduira par une hausse ou une baisse de leur pension complémentaire. Parmi les bonnes nouvelles de ce 1er mars également, le démarchage téléphonique à domicile il est désormais plus sévèrement encadré. Interdit le week-end, le soir et les jours fériés. Autre règle, les démarcheurs n'ont plus le droit d'appeler la même personne 4 fois dans le mois. Sinon, ce sera l'amende minimum 75 000 €. C'est un premier pas, mais les associations de consommateurs ne sont pas satisfaites pour autant. Olivier Guéraud, juriste et chargé de mission à la CLCV. C'est une bonne nouvelle à la marge, on va dire. La loi permet aux professionnels de démarcher du lundi au vendredi 9 heures par jour, ce qui de notre point de vue est beaucoup trop et qui correspond à la pratique actuelle. Elle permet également à un démarcheur de rappeler jusqu'à 4 fois dans le mois. Donc quand on multiplie par le nombre d'entreprises qui vous démarchent, ça fait quand même beaucoup d'appels en perspective. Et une disposition assez étonnante, si vous êtes au téléphone avec un démarcheur et que vous lui indiquez clairement que vous ne voulez pas être démarché, elle va lui permettre de vous recontacter 60 jours après pour une nouvelle tentative. Donc nous sommes assez déçus par ce texte qui, à notre avis, n'est pas de nature à améliorer le sort du consommateur face au démarchage téléphonique qu'il ne désire pas.
Olivier Guéraud, juriste à l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, il répondait à Noah Moussa. Situation toujours très tendue ce matin autour de Bakhmout en Ukraine. La pression russe s'accentue autour de la ville. Elle est menacée d'encerclement. 3 des 4 routes d'approvisionnement sont coupées. Une seule voie permet encore d'assurer l'approvisionnement des défenseurs, mais le pessimisme gagne les troupes. Bakhmout va tomber, on manque d'effectifs et de munitions, confie un soldat ukrainien. Terrible accident ferroviaire hier soir entre Athènes et Thessalonique en Grèce. Plus de 30 morts et près d'une centaine de blessés dans la collision entre un convoi de marchandises et un train de passagers. Les opérations de secours se poursuivent pour retrouver des rescapés. Les sujets de discorde ne manquent pas entre les États-Unis et la Chine. En voilà un de plus. Washington interdit aux fonctionnaires fédéraux d'utiliser TikTok, le réseau social chinois soupçonné d'être le cheval de Troie des services de renseignement chinois. Pékin n'a pas apprécié, on s'en doute. Sébastien Le Belzic. C'est une nouvelle pépite de la tech chinoise qui se retrouve dans le collimateur. Après les téléphones de Huawei, les drones de DJI et les caméras de Xiaomi, c'est au tour de TikTok, désormais interdit d'utilisation aux fonctionnaires américains. Washington met en avant le risque pour la sécurité nationale, ce que Pékin a évidemment critiqué via la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. En tant que plus grand pays du monde, les États-Unis ont tellement peur d'une application populaire auprès des jeunes qu'ils manquent en fait de confiance. Mais le paradoxe, c'est que TikTok est aussi interdit en Chine, où ByteDance, la maison mère, a créé une version 100% compatible avec le régime communiste. La plateforme s'appelle Douyin, qui peut être traduit en français par la musique qui secoue. Si Pékin ne craint pas l'espionnage des données, elle redoute en revanche l'abrutissement des masses. Le gouvernement promeut ainsi sur Douyin toutes sortes de vidéos éducatives et censure à tour de bras celles considérées comme violentes ou trop érotiques. Mais au final, ce sont toujours les mêmes qui font de l'audience. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. C'est la fête dans le téléphone de Sébastien Le Belzic. Les sports pour terminer. Il n'est plus président, mais il n'a pas l'intention de se laisser faire. Depuis sa démission, Noël Le Graët est passé de la défense à l'attaque. L'ancien patron de la Fédération française de football se dit victime d'une machination. Il s'en explique longuement dans 2 entretiens accordés au Monde et à l'équipe. Noël Le Graët va donc déposer 2 plaintes en justice. L'une pour contester les conclusions de l'audit interne à la 3F. L'autre contre la ministre des Sports, accusée de mensonge, Martin Lange. Oui, une plainte pour diffamation qui vise la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. C'est l'avocat de Noël Le Graët, maître Thierry Marambert, qui l'a annoncé hier soir. L'ancien président de la 3F va également demander l'annulation du rapport qu'il met en cause. L'enquête a été menée à charge en méconnaissance totale de mes droits, dit-il. Le Breton de 81 ans qui rappelle qu'à ce jour, aucune plainte n'a été déposée contre lui. Je n'ai jamais harcelé personne, ni moralement, ni sexuellement, explique Le Graët, qui reconnaît tout de même un décalage avec les jeunes générations. Le témoignage de l'agence Sonia Souid, qui l'accuse de comportement déplacé. Un coup monté, une cabale, je ne sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir. La consommation régulière d'alcool, ça m'arrive. Et alors, je connais beaucoup d'hommes et de femmes qui boivent du champagne. Seul mea culpa de l'ancien président de Guingamp. Ses propos sur Zidane, j'ai craqué, je n'aurais jamais dû dire cela. Je me mettrais des claques. Le Graët qui par ailleurs confirme qu'il va désormais s'occuper du bureau de la FIFA à Paris. Martin Lange du service des sports d'Europe 1. Lyon, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. C'est toujours du football. Victoire des Lyonnais 2-1 hier soir face à Grenoble. La suite des quarts de finale cet après-midi. Soir, Nantes-Lens, Toulouse-Rodez et Marseille-Annecy. Ce dernier match à suivre en direct dans Europe 1 Sport. C'était évidemment à partir de 20h. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.